faut voir sur nos routes. Alors, nous arrivons au deuxième arrêt de ce programme, peut-être l'un des plus attendus d'ailleurs, c'est le duel. Et ce soir, docteur, vous serez face à Paul Achon, ce sera votre contradicteur, politologue, spécialiste des politiques publiques. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, Paul Achon. Bonsoir Albertine, bonsoir docteur. Bonsoir Paul. Bonsoir, je vais t'appeler papa parce que j'ai une bonne éducation de base et votre parcours est tellement séduisant aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui dans le contradictoire, je ne veux pas prendre un contradictoire extrême, mais nous allons faire un contradictoire pédagogique parce que je pense que vous avez une passion, mais en même temps sur les politiques publiques, vous avez une incompréhension. Mais nous allons quand même pouvoir établir, parce qu'il faut aussi le savoir, vous êtes technique, mais l'administration, souvent, ça suit en écrit. Donc je pense que c'est pour ceux qui sont à la maison, pour qu'ils aussi puissent, pour que le fil conducteur du débat, pour qu'ils puissent aussi savoir et suivre, parce qu'il y a de la bonne volonté, il y a aussi l'aspect administratif et technique, mais ce n'est pas si noir, comme certains veulent le peindre. Et justement, votre fil conducteur ce soir, ce sera comment les politiques s'organisent-elles pour la réponse humanitaire. J'ai envie de dire, let's go. Okay. Alors, on va partir sans transition pour Achon. C'est à vous d'ouvrir cette partie Ok, merci. Bon, je suis pas journaliste, je suis pas comme ma soeur Coplang. Elle a quasiment fait aussi un bon duel journalistique. J'applaudis ça, mais je vais rester quand même pour donner quand même un cadre pour que ceux qui sont à la maison puissent aussi comprendre, pour que je puisse aussi établir un peu cette incompréhension qui est suivie à la maison par ci et d'autres. Je pense que je vais d'abord revenir sur le plaidoyer de papa, Dr Malonté, qui dit peut-être il n'a pas été suivi au niveau de l'administration territoriale dans le cadre de la direction de la protection civile. Je pense que la NUCAM et Dr Intutu Perso relèvent aussi d'une autre tutelle que le ministère de la Santé. Et souvent, dans ce cadre, il faut quand même un appui, c'est-à-dire au niveau de le ministère de la Santé, pour que dans un cadre de travail, les deux soient mis en place. Parce que si ça ne se suit pas administrativement, ça devient un plaidoyer personnel. Mais je pense qu'au niveau de la protection civile, madame le directeur de la protection civile, madame G, qui est quelqu'un d'une très bonne volonté, je pense que ce plaidoyer serait écouté. Non, ne pensez pas que c'est noir. Mais il y a deux différentes tutelles qui se mettent, même comme il y a une convergence quand même technique quand on parle de catastrophe, quand on parle de la protection civile. Pour ceux qui sont à la maison, j'aimerais d'abord faire deux choses. Il faut d'abord savoir qu'il y a un cadre, pas le cadre juridique d'abord, mais le cadre de la sécurité civile et le cadre de la protection civile. Quand on parle de la sécurité civile, c'est le cadre étatique qui permet alors que ça se dédie à des multiples partenaires, des multiples acteurs, c'est-à-dire la protection civile en elle-même, les militaires, les sapeurs-pompiers, le SAMU en même dont vous parlez. Donc il y a cette souveraineté qui en découle la protection civile. Donc c'est pour cela qu'au ministère de l'Intérieur, ou bien soit dit au ministère de l'administration territoriale, c'est pour cela qu'elle est logée là-bas. En 61, c'était une cellule. Il est bien vrai que maintenant c'est une direction générale, c'est une direction, puisque en 1995, parce que l'organigramme du MINAD permettait d'avoir une direction. Donc, un an un peu jeune. Comparer aussi notre direction de la protection civile à celle de la France, avec la défense civile de 1930 après la Première Guerre mondiale, je pense que ça allait aussi trop vite en besoin. On n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes réalités d'environnement. Donc, il ne faut pas aller trop vite en besoin, même s'il y a une volonté de pouvoir agir de la même capacité, puisque le contexte est différent. Je pense qu'il est clair qu'on a des défis, c'est-à-dire des défis de changement climatique et qui mettent une pression, un accent, comme on veut le dire, sur la prévention et la gestion. Donc ça c'est d'autres points. Maintenant, on peut rentrer encore dans la protection civile en elle-même, qui en découle de la sécurité civile, pour définir, bon, quel est, dans son cadre juridique, ses compétences. Je pense que vous avez énuméré un certain nombre de choses, mais je pense qu'il y a le suivi aussi des aides qui est faite au niveau de la direction de la protection civile. C'est-à-dire, si on voit en Guaché,
il y avait eu ce cas de la protection civile était là, ils avaient des choisifs, c'était orange, peut-être vous n'avez pas bien vu. Donc ils portent aussi des choisifs, mais c'est orange. Mais vous avez peut-être raison dans le sens que dans la sensibilisation, beaucoup de Camerounais lambda, c'est-à-dire dans le secteur informel, dont je peux comprendre ma soeur Coplon qui dit que c'est élitiste, parce qu'elle pense au secteur informel de la majorité des Camerounais. Même au niveau de la protection civile, il y a un rapport qui dit que la sensibilisation n'est pas à une certaine hauteur, parce que quand on parle de sensibilisation, il y a des coûts. Il faut aussi dire que dans la protection civile et dans le cadre humanitaire, il y a du bénévolat. Bon, le SAMU en France, ça forme 20 000. 20 000 c'est-à-dire dans les premiers secours. Est-ce qu'on a cette capacité-là? On n'en a pas. On ne va pas venir sur un plateau devenir hypocrite dans ce sens. Dans les politiques publiques suivent. Mais il y a une difficulté en termes de financement. Parce que là, il fallait qu'on soit précis sur un cas. C'est-à-dire, nous avons eu des cas des éboulements, des inondations, premièrement à cause du changement climatique. C'est un fait. C'est pour qu'il y a la COP à Bakou. Pour le chance, je peux permettre également à notre invité de peut-être donner son avis à tout ce que vous venez de Non, ce que je dis, c'est exact. Parce que c'est depuis un certain temps que les catastrophes deviennent très récurrentes. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire même au niveau de la pluviométrie. Oui. C'est-à-dire les pluies sont même plus courtes, mais plus abondantes. C'est ça qui s'est passé à Tchon, c'est-à-dire 3 jours plus courtes, mais très intenses. Maintenant, on peut s'accorder sur le fait que, c'est-à-dire peut-être les alertes ne sont pas plus répandues, mais il y a aussi un volet communicationnel, c'est-à-dire au niveau des zones ruraux. Quand vous parlez d'alerte, est-ce que c'est si facile que ça ici réalise? Ce n'est pas évident. Ils sont au champ. Donc, il faudrait qu'au niveau des collectivités décentralisées, il y ait un appui. Mais je pense que la loi qui est devant l'Assemblée nationale, qui va rédiger ce cadre de loi de la protection civile, va élargir le scope, puisque c'est une volonté dont vous le voulez, pour une mise en œuvre plus collective des ensembles des acteurs. Parce que je pense que ça, c'est peut-être le nœud de problème dont vous avez peut-être une grimace ou une doléance pour dire que vous n'êtes pas contacté, c'est-à-dire la NUCAM, qui sont associés à la démarche. Mais je pense aussi qu'il faut être honnête, c'est-à-dire dans la démarche administrative, que ça relève de votre tutelle, qui est le ministère de la Santé. Parce qu'au niveau de la protection civile, ils travaillent en amont avec des administrations associées. Mais ce n'est pas eux de peut-être spécifier. Mais c'est à vous aussi, comme vous le dites, de les contacter pour dire que nous sommes à votre disposition. Donc je peux comprendre ça. Mais aussi, il y a aussi la Croix-Rouge camerounaise. Il y a aussi la Croix-Rouge internationale. Il y a aussi des autres associations agrégées. Donc ne pensez pas juste que vous êtes indexé. Je n'oserais pas croire que la protection civile va vous indexer pour ça. Je n'oserais pas aussi croire que le ministre de l'administration territoriale va vous en vouloir, docteur Valentin. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Donc je ne pense pas que le ministre lui-même, intuitu perso, aura un problème avec lui. Peut-être votre perception du ministre de l'administration territoriale dans son champ d'activité de sécurité civile vous donne une autre impression qui en découle de la protection civile, mais je ne pense pas. Il est vrai qu'au niveau du staff, qu'au niveau de la protection civile, beaucoup disent, et c'est une vérité, il va falloir un staff un peu plus technique, agréé, c'est-à-dire aux compétences de changement climatique, de pluviométrie, des difficultés qu'on envoie au quotidien. Il est vrai qu'un administrateur formé à l'ENAM ou un contracteur formé à l'ENAM n'a pas peut-être ces capacités et en étant une autonome agence de direction générale, ils pourront peut-être embaucher un peu plus, mais je pense aussi que dans ce domaine, il faut être quand même assez honnête. Il n'y a pas autant de Camerounais que vous pouvez embaucher dans des zones ruraux. Pour la Chambre, vous allez peut-être laisser une fois encore le docteur coller un commentaire, une observation à se dérouler à cet argumentaire. Oui, je tiens... j'apporte... disons que je vais intervenir dans le cadre de vous aviez dit que le ministre de... il ne va pas m'en vouloir. Mais j'ai dit, c'est quelqu'un de très courageux parce que en catastrophe, il y a une cellule qui s'occupe des interventions. Des interventions et même des médias. Parce que si vous tendez le micro à un responsable, souvent, il vous dit que non, je ne parle pas. Et il a raison. Parce qu'il y a le stress de l'intervenant. Or, lui n'a pas le stress de l'intervenant dans ce sens-là. Il prend le micro et il parle. Beaucoup ne parlent pas. Ils viennent seulement nous demander qu'il y a combien de morts maintenant, quelle est la situation. Voilà. Donc, de ce côté, je n'ai pas de souci. Tout ce que je disais, c'est pour qu'on puisse avancer. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, un peu plus d'autonomie à la protection civile. Voilà.
Bon, c'est pour élargir, cette autonomie, c'est pour élargir. Je crois que la loi qui revient, qui est à l'Assemblée nationale, ce serait pour élargir en fait la coordination et la mise en œuvre. Parce que je pense que quand il s'agit de catastrophes, comme vous le convenez aussi, des catastrophes ou bien de crises humanitaires, vous avez bien dit, le taux de mortalité est élevé, il y a les personnes déplacées internes. Il faut quand même dire aux téléspectateurs au Cameroun aussi, ça c'est, vous êtes de votre domaine, mais quand même en politique publique, on pourrait éclaircir les Camerounais qu'il y a le plan d'assistance humanitaire d'urgence qui a été fait pour le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est-à-dire il y avait une migration, il y avait des communautés d'accueil. Je pense que tout le Cameroun entier a vu ce qui se passait quand même. Il y a aussi Boko Haram où des communautés d'immigration du Nord sont revenues. Donc il y a pas mal de crises qui sont là. On ne va pas trop tellement dire que non, la crise est tellement accentuée sur le changement climatique. Il y a aussi des crises sécuritaires. Mais sur le volet peut-être des interventions et de la prévention, qui est votre nœud de contention, je peux comprendre. Mais je pense que dans cette doléance, il faut être aussi peut-être honnête pour dire que la réalité sur le terrain veut dire que l'identification des zones à risque doit être faite du bas au haut. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas un jacobonisme, un pensée jacobonisme pour dire que ce n'est pas le cas, parce que c'est ça qui est la réalité même en France. C'est-à-dire, il y a des SAMU qui se reprochent vers les municipalités, c'est-à-dire les mairies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, il faut que le CFUC prenne en charge, comme Mme Colon l'a très bien dit, ses compétences au niveau de l'environnement qui ont été faites. Maintenant, je peux comprendre les mairies parce qu'ils ont une difficulté de financement. Et le financement se pose dans deux problèmes, parce que vous l'avez évoqué, et je voudrais quand même que ceux qui sont à la maison comprennent. Parce que le problème de financement s'agit au niveau de le financement d'atténuation, c'est-à-dire les financements verts. Par contre, en Afrique et dans les pays sous-développés, il faut un financement d'adaptation. Ça, c'est la réalité. Mais les intérêts font que la plupart des pays étrangers ne sont pas trop intéressés. Vous êtes avec la Banque mondiale. Donc, ils financent à atténuation. Ils ne financent pas trop à adaptation. Mais la réalité de nos collectivités locales, c'est quoi? Si vous créez une digue, c'est ce que vous avez donc besoin. Vous n'avez pas nécessairement besoin de financement vert dans votre localité à temps. Très bien. Donc, oui, pour terminer. Oui. Donc, dans ce financement-là, vous qui êtes à NUCAM, vous pouvez aussi plaidoyer pour un financement de formation, de bénévolat dans ce sens. Ce n'est pas rien que l'administration territoriale qui doit faire la chose. Parce que toutes les administrations sont associées. Donc, c'est une collectivité de personnes, que ce soit dans le privé, que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans la communication dont vous en parlez. Ça a un coût. Mais ce financement d'adaptation permet une résilience. Mais dès lors qu'on parle de catastrophe, vous parlez de prévention ou bien de secours, mais la résilience va sortir d'où? Ça vient avec ce financement. Ce n'est pas l'administration territoriale qui va financer ça. Très bien. Oui, une réaction peut-être encore de notre invité. Oui, en fait, je voulais dire que les formations, nous les faisons déjà. Mais les formations ont un coût. Bien sûr. Si vous dites que vous formez du monde, il faut former des milliers et des milliers de personnes. Ça a un coût. Énorme. Donc, oui, le financement, ce n'est pas facile. Voilà. Nous sommes tous heurtés au problème de financement. Donc, nous faisons des projets et le financement tarde à arriver. Voilà. Et moi, je suggère, je le dis, parce que c'est un contradictoire pédagogique, il faut que nous, les Africains, on sorte de ce type de financement vert. Il est vrai, dans certaines situations comme le Nord, qu'il y a de la sécheresse, les financements verts sahéliens, hydro, avec les panneaux solaires, sont plus adaptables. On ne refuse pas. Mais quand vous rentrez dans le nœud du problème, c'est-à-dire au sud, ce n'est pas ces financements qu'on a besoin. On a des financements d'adaptation quand on parle de temps, quand on parle de Bankolo. Parce que là, il y a un impact humain. Et sur cet impact humain, il faut des financements d'adaptation qui permettent que ces humains, ou bien ceux qui vivent dans cette zone, puissent peut-être aller dans une autre zone adaptable. On a vu ça en Guaché. Ce n'était pas facile, c'est la chefferie qui a permis en sorte que ceux qui ont été les sinistrés là-bas puissent trouver une autre zone de relocalisation. La protection civile a beaucoup œuvré dans ça, si vous n'en savez pas. Non. La protection civile était quand même engagée. La protection civile, il faut aussi savoir, la protection civile a quand même aussi participé dans les moraudes sociales, qui est un appui du chef de l'État lui-même. Donc la protection civile, elle est vraie dans son champ d'action, dont il est peut-être aussi vaste avec les défis qu'on en a pour le moment, mais il n'y a pas une inertie, elle travaille quand même. Oui. Oui, je voudrais dire que vous défendez la protection civile. Je défends les politiques publiques. Oui, nous avons parlé des manquements en tant que technicien. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il
ils doivent être beaucoup plus sur le terrain. Puissant. Vous avez parlé des chasubles oranges, Oui, non? oui. Ils doivent mettre des chasubles jaunes. Les chasubles oranges, c'est les ramasseurs. C'est pour ça qu'on ne les voit pas d'emblée. C'est les gens qui ramassent. C'est établi dans la gestion des catastrophes. Les blancs, c'est les médecins. Les bleus, c'est ceux qui vont faire les évacuations. Donc, bon, on est tous d'accord sur le financement, mais nous pouvons faire beaucoup de choses. On peut former. Il faut cette volonté de former au premier secours. Nous pouvons former des formateurs de formateurs. Nous formons des moniteurs et des instructeurs. Par exemple, dans les écoles, on a pris les gens qui vont... Mais mon seul problème, docteur, c'est le rôle. Parce que vous semblez oublier le rôle. Vous voulez former à tout prix. Et c'est une bonne volonté. Mais je pense que dans les interventions, dans la prévention, chacun a un rôle. Par exemple, la cellule des études et des préventions a son rôle. La sous-direction de coordination et des interventions a son rôle. Si on ne précise pas de rôle, ça devient du va-tout. C'est ça qui cause un peu le problème où, au niveau de Tchang, à la falaise de Tchang, tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Il y a un problème de rôle. Or, même au niveau régional, il y a des points focaux au niveau de services du gouverneur qui sont adaptés à pouvoir relayer les informations. Donc, si tout le monde va vite en besoin, dans son rôle, dans tout rôle, chacun ne saurait pas son rôle. Donc, je suis d'accord sur ce plan, mais il va falloir quand même que chacun sache son rôle. C'est pour cela qu'il y a souvent ce que vous pouvez croire comme une inertie, parce que les rôles s'entassent. C'est pour cela que, oui, le colloque peut-être serait bien, mais à quoi bon un colloque où personne ne connaît son rôle? Oui, Oui. docteur. D'abord, restons au niveau de la formation. Au niveau de la formation, par exemple, les inondations de Maïga. Oui. Mais il faut former les gens au premier secours. On va les former quand? On est d'accord. Il faut former. À une hauteur. Donc, j'ai parlé d'une formation adaptée au risque. Oui, oui. Quand vous dites au niveau de la falaise, personne ne savait que... En fait, on ne savait pas que... On savait que ça arriverait un jour, mais Oui, oui. personne ne savait, n'avait préparé cela. On ne savait pas que ce serait aussi grave. Oui, oui. Voilà. Mais Ça pourrait être pire. Oui, que ça pourrait être pire. Il faut former, par exemple, pour les inondations. On connaît la période. On forme les gens au premier secours. Parce qu'il va y avoir des problèmes de noyade, il va y avoir des problèmes de ceci. Ça va aider. Comme on l'a dit dans l'article de Mara, oui. Et il faut former le maximum possible. C'est-à-dire, pour les former, c'est comment? Et on forme les formateurs. Si on forme un formateur, 2 formateurs peuvent former des centaines. Des centaines. On leur donne seulement les armes nécessaires pour pouvoir former au bas niveau. Oui. Sur ce point-là, je peux quand même dire sur les politiques publiques, la loi qui est en cours en ce moment à l'Assemblée nationale permettrait aux collectivités décentralisées de pouvoir, peut-être au niveau fiscal, de pouvoir en prendre des coups pour pouvoir permettre cela. Parce que la réalité, c'est qu'on est un pays unitaire décentralisé. Et donc, vous formez pas mal de personnes qui sont dans l'informel. Parce que c'est eux qui voient d'abord. Il ne faut pas dire que ceux qui sont dans les bureaux sont les premières personnes à suivre. Alors, il faut qu'on soit quand même honnête. C'est-à-dire dans des zones ruraux, dans des zones frontalières, c'est eux qui pourront voir. Mais ce premier secours, ça a un coût. Maintenant, ce coût n'est pas peut-être un coût qui va revenir à la Banque mondiale. Mais il y a ce plaidoyer qu'on dit que la NUCAM, qui a des médecins urgentistes et qui dit que peut-être au niveau du ministère de la Santé, ça traîne à que la SAMU peut-être s'applique sur le territoire national, l'étendue du territoire national, pour que les médecins urgentistes soient plus intégrés au niveau national, même s'il y a l'autonomie de la protection civile. Je pense que c'est ça où il y a le nœud de problème, mais je pense que la NUCAM peut aussi se rapprocher des municipalités et des collectivités territoriales décentralisées pour trouver des accords, comme vous l'avez fait très si bien dit, mais pour permettre maintenant une plus grande formation de l'informel. Parce que moi, on dit au marché, il y a des, au niveau ici, même à Douala, quand mais il y a des incendies, mais qui forment au premier secours? C'est-à-dire des gens partent, il y a eu un problème d'électricité, on revient, le marché est brûlé. Il y a aussi ça. Donc ce n'est pas rien que ces formations ne peuvent... C'est pour ça que je dis quand même pour moi, on est au niveau de politique publique, les politiques publiques sont là, mais en même temps il y a un niveau où ça peut s'arrêter dans l'informel. Et c'est là où je pense que la NUCAM peut faire plus d'efforts. Oui, docteur. Oui, pour doit faire plus d'efforts. Pardon? La NUCAM doit faire plus d'efforts. Non, pas plus d'efforts, nous le faisons.
nous avons des projets déjà que nous avons initiés. Par exemple, la formation des BAYAMC, là, vous avez parlé au niveau des marchés. Moi, je crois que vous pouvez faire plus. Il y a beaucoup de marchés. Je suis en train de citer, j'ai beaucoup de projets. On a par exemple la formation des mototaxis. Des mototaxis. C'est eux qui causent le maximum d'accidents. Vous savez qu'à Douala, il y a même les accidents de la route. Il y a même un pavillon qui s'appelle pavillon Benskin. Donc, ces gars-là, il faut sélectionner certains et puis leur donner cette compétence-là. Parce que c'est eux qui sont au début des accidents de la voie publique. Pendant que nous sommes ici, eux, ils sont sur la route. Donc, nous avons un lot de projets comme ça. Je pense aussi que en allant dans un sens intuitu perso, c'est-à-dire à NUCAM, ne gagnerait pas. Je pense qu'à NUCAM, même comme il y a peut-être des différences, pourrait se rapprocher plus des institutions dans cette coordination d'intervention parce qu'il y a des simulations dont on a besoin sur l'étendue du territoire. Donc quand je parle de ce rapprochement, ça ferait qu'au niveau des administrations territoriales, c'est-à-dire les sous-préfectures, au niveau des municipalités, vous pouvez vous rapprocher dans cet élan. En même temps aussi, au niveau de la protection civile, ils font aussi des simulations, pas rien que la protection civile, mais aussi des hôpitaux régionaux, des districts. Ils font à leur niveau, parce qu'il faut le dire quand même, les moyens ne sont pas assez énorme. Non, je songerais que la NUCAM peut faire quand même cet effort. Je pense que si, au niveau de la tutelle du ministère de la Santé, ils voyaient cet effort, ils songeraient plus aussi, parce qu'ils ont quand même un budget, ils pourraient aussi vous aider dans cette démarche. Parce qu'au niveau de la sécurité civile et de la protection civile, c'est-à-dire le cadre juridique, ne permettait pas d'élargir à un certain niveau d'un scope. Mais cette loi qui va revenir vers l'Assemblée nationale permettra d'élargir une mise en œuvre et une coordination plus élargie, permettant que, c'est-à-dire, on revoit un SAMU plus applicable, plus adaptable aux réalités dont on voit avec le changement climatique, avec les catastrophes ou bien même avec les crises humanitaires. Oui, la MUCAM fait déjà ces efforts-là. Par exemple, nous avons formé dans les services d'accueil des urgences. Nous formons dans le service d'accueil des urgences parce que là, il y a des médecins qui sont nouvellement sortis de l'école, ils n'ont pas beaucoup d'expérience parce que c'est là où ils vont commencer à appliquer ce qu'ils ont appris. Mais nous les capacitons en urgence, comme je vous ai dit. Nous essayons de former dans les écoles. On voit un peu les cadres sportifs, mais nous voulions que ce soit général. C'est pour ça qu'on avait saisi leur tutelle. Parce que si nous formons les formateurs, eux peuvent continuer notre action. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de former tout le Cameroun, mais nous allons former des formateurs. Si nous formons des formateurs, ceux-là peuvent descendre et dans le cas de leurs... Je dis ça pourquoi je dis ça pour ça parce que même au niveau du plan d'assistance humanitaire du Cameroun, au niveau des personnes déplacées internes, ces formations suivent, c'est-à-dire sur les personnes déplacées internes, de comment se rétablir dans les communautés. Et c'est fait souvent par des chefferies même, avec l'appui des mairies et avec des sous-préfectures. Donc vous pouvez en amont aussi, avec des associations qui sont dans ces territoires administratifs ou bien dans ces circonscriptions, avec ces mairies, appuyer plus. C'est juste une idée. Je dis c'est un contradictuel pédagogique. Parce que je pense que de là, de bottom-up, il y aura plus une sensibilisation, plus une formation bénévolente, permettant un secours plus rapide, parce que cette alerte, notre alerte ne peut pas être aussi rapide qu'en France. Merci Paul Achan pour ce duel qui aura été plutôt un doux duel, docteur, avec Paul Achan, un duel pédagogique, comme il a dit lui-même, on a beaucoup appris et voilà, et peut-être avoir une plus grande visibilité de l'action des politiques publiques dans la gestion des catastrophes. Merci à vous d'être venu et j'espère que vous sortez plutôt entier, bien entier de ce duel, je le disais, un doux duel. Je n'ai pas perdu le moindre cheveu, même comme j'en ai pas beaucoup. Alors, on va poursuivre